Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui on va parler de Twitter et d'Elon Musk qui annonce une grande purge. On va voir de quoi il s'agit juste après l'intro. C'est parti. Alors les amis, aujourd'hui au programme on va attaquer avec un article de Numérama qui nous parle de Twitter qui va purger entre guillemets les comptes inactifs. Mais ils ne seront pas supprimés. Donc ça c'est suite à un tweet de l'ami Elon Musk. On a l'habitude très souvent Elon Musk qui annonce de façon un peu rocambolesque certains choix de l'entreprise. Donc on regardera ça tous ensemble. Ensuite on va aller sur un site dont on n'a pas trop l'habitude, TF1 Info, puisque il s'agit d'un article qui parle de Bruno Le Maire et du gouvernement surtout la DGCCRF, donc la répression des fraudes, qui a commencé un peu à sévir sur la loi influenceur. Donc on a 50 influenceurs qui ont été contrôlés début du trimestre. Et parmi les 50, il y en a 30 qui sont en infraction. Et sachez que Bruno Le Maire va révéler les noms. Enfin, en tout cas, il annonce qu'il va révéler les noms. Donc voilà, je vais vous expliquer ça, mais ça a tiré vraiment à balles réelles, comme on dit. Un article également sur lequel je voulais revenir, puisque alors la semaine dernière, on a un peu fait l'impasse, mais c'est relativement important. On a du coup la DMA, donc le Digital Market Act, qui a été mis en place et qui a commencé à prendre effet depuis la semaine dernière. Donc je vous en parlerai, on reviendra un petit peu là-dessus. Quelles sont les conséquences du Digital Market Act ? Ça va impacter les gros, on va dire, du e-commerce et pas mal de gens du milieu. Donc voilà, je vous expliquerai ça rapidement. Sachez que ça a commencé à prendre effet depuis la semaine dernière, donc voilà, c'est déjà en place. On parlera aussi d'Airbnb. Airbnb, la fête est finie. Beaucoup de pression sur le site bien connu de location immobilière. Donc voilà, ça parlera un petit peu crise du logement, c'est un petit peu annexe, mais en tout cas sachez que ce gros du web risque d'être un petit peu inquiété, notamment en France, et il y a pas mal de gens qui voudraient un peu légiférer pour essayer de contrer le phénomène Airbnb qui a des impacts un peu néfastes, on va le voir. On parlera aussi de Google. Il y a un article qui a fuité chez Google, alors fuité volontairement ou pas, j'en sais rien, qui annonce, on va dire, annonce en tout cas un positionnement de la part de Google qui pense que l'open source devrait gagner la bataille de l'IA. Pour eux, ça ne sera pas eux-mêmes, ça ne sera pas OpenAI, ça ne sera pas Microsoft, mais ça sera bien l'open source qui devrait gagner cette bataille. Donc on y reviendra là-dessus. L'article est assez intéressant et l'analyse est un peu différente de ce dont on a l'habitude jusqu'à présent. On parlera aussi d'un gros du emailing Sendinblue, donc un outil que vous connaissez peut-être, qui a fait une refonte de sa marque, une refonte graphique. Alors autant ça va pas être sur la partie refonte graphique qu'on va s'intéresser, mais c'est surtout sur que va devenir en fait ce service qui est assez connu et assez utilisé, Sendinblue, puisqu'en fait avec cette refonte de marque vient surtout une volonté de marquer de façon un petit peu plus forte le changement de service, puisque voilà, depuis ses débuts Sendinblue a beaucoup évolué, et donc on y reviendra là-dessus. Et après j'aimerais bien introduire une nouvelle petite rubrique, voilà, voir si ça fonctionne ou pas. Ça serait qu'on aille sur notre Discord, sur le Discord de Déclic. Il y a une rubrique les news du web, et du coup que j'aille lire un peu les articles que vous avez partagés. Bon là c'est essentiellement moi qui en ai partagé, mais il y a aussi un article de Mathis qui a été partagé, donc ça serait cool que, comme ça peut-être en fin de stream on aille voir et regarder un petit peu à la volée et découvrir ce que vous avez partagé comme actualité, comme ça tout ce que vous postez sur les news du web, parce que l'avantage c'est aussi que vous participiez au stream, et bien qu'on puisse le partager tous ensemble. Et voilà, après j'ai quelques petites ressources que je vous partagerai, mais ça ce sera un peu plus en fin de stream. Voilà pour le programme les amis. Je regarde rapidement dans le chat parce que j'ai vu que vous parliez, c'est cool. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Tac. Ah, Xavier Nocode qui dit cette année on n'a pas de... Ah, parce que vous aviez un stand à chez No Code France pour pour les Web Today, j'imagine. Bonjour YouTube. Je suis dans l'association. Ouais, bah si tu fais partie effectivement, si tu fais partie des personnes qui sont citées dans le petit leak de Bruno Le Maire,
Mais écoute, je te le souhaitais parce que ça voudra dire... Enfin, ça voudra dire... certes, tu ne seras pas quelqu'un de très recommandable, mais à côté de ça, ça voudra dire que tu pèses vraiment dans le game. Même si c'est déjà le cas, évidemment. C'est le moment de s'auto-dénoncer. Alors nous, je vais te rassurer. Je te rassure, Wizard. On gagne pas beaucoup, voire pas du tout. Donc, c'est pas nous qui allons avoir être dans ce type de liste, je pense. Perso, j'adore Sending Blue, c'est vraiment pratique à utiliser, dit Xavier No Code. Ben, je sais pas si tu y allais là récemment, du coup, mais tout a changé au niveau de l'interface et tout. Enfin, ils ont pas trop touché à l'UX, mais par contre, lui a changé toute la DA, etc. etc. Donc, voilà. Ouais, il y a des infos. Alors, il y a des infos, oui et non. Il y a pas mal d'articles. Après, moi, j'ai quand même senti pas mal quand j'ai préparé la matinale que il y avait eu le week-end de 3 jours et que les gens avaient. Enfin, qu'il y a pas mal de gens qui avaient pas trop posté. C'était pas fou, quoi. Enfin, il y a de l'actu, mais après, bon, c'est pas non plus de la grosse news. Voilà, vous savez, c'est très très épars. Il y a des fois, vous allez tomber sur 3 articles trop ouf, et des fois, ça va être un peu plus plan-plan. Voilà, il y a eu beaucoup d'articles qui sont des redites où les mecs, c'est du réchauffé, quoi. Tu sens que. Voilà. Les Web Today, c'est une manif B2B. Non, oui, enfin, peut-être que ça l'est de par ailleurs, mais là, comme ça me dit rien. Là, dans notre cas, c'est plutôt un festival auquel on va participer, du coup. Vu le flood, je vais peu parler, ça te fera moins de... Non, vas-y, t'inquiète, The Viking Dev. Après, je lis pas tout, n'hésitez pas à respammer dans le chat s'il y a des messages que j'ai pas vus. Hein. Mais voilà, c'est chiant depuis le tel, coucou en lurk. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'être présent. Ouais, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, ok, en ce sens. Le prix n'est pas grand public, effectivement. Effectivement. Comment je flood? Non, c'est pas du flood, ça fait plaisir. Quand on a commencé, on n'était pas très très nombreux et on voulait absolument qu'il y ait du monde qui participe. Et aujourd'hui, ça commence à être le cas, donc c'est cool, on va pas se plaindre. Allez, on attaque du coup les amis, on commence avec Numérama du coup, un article de Numérama qui parle de Twitter qui va purger les comptes inactifs mais qui ne seront pas supprimés. Vous allez voir, c'est un petit peu problématique sur cette façon de gérer parce que autant on comprend la démarche de base qui est de dire bah, ça serait cool de libérer certains pseudos si jamais vous ne les utilisez pas, autant dans les faits il y a quand même des choses qui peuvent être un petit peu compliquées à gérer, notamment le cas des personnes qui nous ont quittés et qui ne sont plus de ce monde. Donc vous allez voir, je lis un petit peu l'article, du coup n'hésitez pas à réagir et puis je reviendrai sur les commentaires. Donc l'article dit ceci: depuis qu'il est devenu le patron de Twitter, Elon Musk a pris l'habitude de diriger le réseau social à coups de grandes déclarations par tweet. C'est également par ce canal-là qu'il a annoncé un autre changement le 8 mai 2023, la purge entre guillemets des anciens comptes. Nous purgeons les comptes qui n'ont pas eu du tout d'activité depuis plusieurs années. Vous allez donc probablement voir le nombre de followers baisser, a-t-il écrit. Cela signifie-t-il que tous les comptes silencieux vont disparaître? Apparemment pas. Toujours selon le milliardaire, les comptes inactifs seront archivés. Sous son tweet, le patron de Tesla a été alpagué par plusieurs utilisateurs qui se désolent de cette orientation et regrettent que les comptes historiques de personnes décédées puissent disparaître. Donc on a l'exemple de Kobe Bryant qui est notamment mis en avant. Sans donner plus de détails, Elon Musk a expliqué que les comptes seront archivés mais qu'il était important de libérer les pseudos. Donc on ne sait pas trop de quelle manière est-ce qu'ils vont gérer ça, mais en tout cas, sachez qu'il y aura cette démarche-là d'essayer de libérer les pseudos. On peut supposer qu'il existera des comptes archivés à part, toujours consultables, mais qui utiliseront un identifiant légèrement différent de celui qu'ils employaient avant. Est-ce que, par exemple, il peut y avoir, je sais pas moi, un underscore quelque chose ou un truc comme ça, je ne sais pas. Twitter pourrait ainsi suivre le modèle de Facebook qui permet de créer des comptes commémoratifs, entre guillemets, pour les personnes décédées et archiver des comptes historiques, comme il le fait déjà avec les tweets des anciens présidents américains. J'ai mon téléphone qui sonne. Ah, je rappellerai plus tard. Je vais lire au fur et à mesure vos commentaires. Là, j'ai vu que vous aviez la volonté de flouder et vous ne m'aurez pas. Anto vient de dire fidèle, alors on y va. Ok, c'est le moment de faire un CTA partagé. Partagez la chaîne sur vos réseaux cheval. J'ai pas compris Wizard, il faut que tu m'expliques, j'ai pas eu la vanne là.
Il y a déjà eu cette annonce il y a 6 mois, mais c'est apparu le souci des comptes de personnes décédées. Twitter n'avait rien prévu pour eux. Ben, c'est exactement ce dont il est question ici. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Comment est-ce que ça va être peut-être un statut à part? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours cette nécessité de libérer certains pseudos pour que... Voilà, pour pouvoir l'utiliser et pas avoir à mettre des underscore quelque chose derrière ou des trucs comme ça. Donc, il reste cependant certaines questions en suspens. Elon Musk étant vague sur cette nouvelle politique, on ignore le seuil de déclenchement à partir duquel un compte est considéré comme inactif. Donc ça, c'est aussi la question, c'est-à-dire qu'il y a des gens potentiellement qui sont un peu en lurk, qui vont pas spécifiquement participer ou contribuer ou autre. Quelle est la définition de inactif selon eux? Est-ce que ça va être ne pas poster? Est-ce que ça va être simplement se connecter tous les combien? Enfin voilà. Donc c'est ce que dit l'article. Faut-il que rien ne soit publié depuis 3 ans, 4 ans? Point d'interrogation. Plus, moins, est-ce que se connecter périodiquement au compte sans rien publier fait de l'internaute un utilisateur actif qui remet le compte à zéro, etc. etc. On ne sait pas non plus si la purge a commencé comme Elon l'a annoncé ou si les propriétaires des comptes visés ont encore le temps de se connecter. Donc voilà, ça c'est un petit peu le résumé de cette actualité. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Cette notion de purge, est-ce que vous êtes pour ou contre? Parce que je trouve sur le fond, je comprends la démarche. Même si je trouve ça des fois un petit peu glauque, le fait de dire à quelqu'un qui reprend qui reprend un pseudo de quelqu'un qui est décédé ou ce genre de choses. Mais après sur la partie inactive, c'est vrai que des fois c'est pénible parce que typiquement, je sais pas moi, déclic, je crois qu'on doit avoir le cas. Si je tape déclic tout court avec sur Twitter, voyons voir. Tac tac tac. Je sais que le pseudo est déjà pris parce que du coup nous on a fait déclic FR. Voilà, vous voyez typiquement l'exemple. La personne, monsieur Benoît Lantigné, vous êtes fort sympathique, mais vous avez un abonnement et 2 abonnés. Dernier tweet 4 mai 2010, et en attendant, ben nous, on n'a pas pu prendre le pseudo, quoi. C'est relativement chiant, quoi, quand on y pense. C'est, voilà, à la place, il a fallu feinter et faire autrement, quoi. Mais du coup, le slash déclic était déjà pris. Voilà. Et lui, le Gadjo, il a posté 2 tweets. 4 mai 2010, il a fait 2 tweets, ça a été son meilleur moment, et voilà, et depuis plus rien, et du coup, bah ça c'est très chiant. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il faudrait peut-être que je surveille, parce que c'est pas impossible que du coup, bah, le pseudo déclic se libère, quoi. Mais le truc, c'est que je sais pas si on pourra changer. Je sais pas si on peut modifier son truc, ouais si peut-être. À surveiller ça, à surveiller. Donc voilà, vous voyez typiquement l'exemple très concret du fait que ben, ça pourrait être intéressant effectivement d'observer les effets de cette purge et de voir si effectivement ça va avoir comme effet bénéfique de pouvoir libérer certains pseudos qui sont pas du tout utilisés, qui ont juste été créés, genre un jour le mec ça lui a pété de faire ça et terminé quoi. Alors je lis vos commentaires. Alors Wizard qui met d'un côté ça fait plaisir mais de l'autre pour les personnes mortes vraiment ça fait un truc dans le cœur. Alors c'est pour ça, je pense que autant à mon avis ils vont trouver une espèce de petite parade et c'est un peu l'idée, c'est ce qu'ils disent dans l'article, c'est de dire ben, on va conserver, on va archiver comme s'il y avait un statut un peu particulier. Potentiellement tu vois ils peuvent même mettre le affiché mais en réalité ça sera attribué à une autre personne après dans on va dire les choses courantes et les choses qui dans l'activité normale quoi entre guillemets. Xavier qui dit je vais pouvoir rename Kobe Bryant du coup. Tu peux tenter, effectivement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va tenter, mais tu peux. Ils ont dû prendre le temps pour faire le système d'archivage d'Imokuji. Ouais, je pense que en plus techniquement ça a dû impliquer pas mal de choses. Mais bon, s'il l'annonce en général, quand il y a pas toujours eu de... Tout ce qu'il a dit n'est pas d'entrée en prod, mais en règle générale quand même quand il annonce certaines choses on peut s'attendre à ce que ça se passe véritablement quoi. Enfin j'ai l'impression. Moi qui ai dû faire une trentaine de comptes, j'en pouvais plus de chercher des pseudos. Dit Wizard, ça c'est la purge. Moi c'est pareil, j'ai un prénom et un nom hyper commun et du coup c'est toujours très compliqué, je suis obligé de redoubler de créativité là-dessus.
Olivier qui dit sur Mastodon par exemple, ils ont choisi de ne pas libérer les pseudos pour éviter qu'une personne prenne l'identité d'une autre. C'est une question de sécurité, mais ça a aussi des conséquences. Alors, ouais, je comprends, j'entends le truc, mais tu vois, ils ont eu quand même, ça n'a pas empêché que Twitter ait des soucis aussi sur la partie identité. Et quand ils ont fait Twitter Blue, en gros, tu payais et tu pouvais annoncer qui tu voulais être. Tu auras toujours des soucis quand même. Voilà, tu t'appelles Kobe Bryant, mettons, avec 2 N. Et puis, par contre, tu mets une photo et un nom, un display name, quoi. Enfin, un nom affiché qui est clean. Et tu peux aussi très bien piéger les gens, quoi. Ça n'empêchera pas. Mais après, c'est vrai que sur le vu que c'est unique, en général, tu n'auras pas de soucis. The Viking Dev, perso qui supprime mon compte, ça ne changera pas la vie. Ben voilà, c'est pour ça. Si toi, tu considères effectivement... Généralement, les gens qui sont inactifs, après, ils s'en moquent ça veut dire qu'ils s'en moquent un petit peu. Donc, Hello Cayenne. Si on peut modifier son pseudo et non afficher sur Twitter. D'accord, ben, parfait. Je regarderai du coup sur des clics si c'est libéré. Sur les comptes certifiés, on ne touche pas pour moi. C'est possible. Bon, après, en général, s'il est certifié, c'est que probablement tu as une activité quand même qui est relativement importante. Et où tu as payé pour. Donc, c'est que... voilà. L'idée de rendre le compte en mémorial, c'est la meilleure idée, qu'importe le coût sur la durée. Kobe Bryant. Elon est le professeur dans Roger Rabbit, la trempe. Ah, Roger Rabbit, j'ai jamais vu. Malheureusement. Je suis désolé, j'ai pas la ref. Bon voilà, petite actualité, en tout cas à vous partager les amis. Sachez que potentiellement vous risquez de perdre des followers dans les prochains jours. Si jamais vous voyez ça, vous savez d'où ça vient. C'est que la purge a été lancée. On enchaîne du coup avec une actualité que j'ai trouvée sur le blog de TF1. C'est très très inhabituel pour nous, mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé l'article qui résumait relativement bien. En général, quand je vois une actu qui m'intéresse, je stalk un peu pour voir toutes les différentes actualités, enfin les différents blogs ou slash sites qui en parlent. Et j'essaye de prendre celui qui me paraît assez cohérent au niveau de comment dirais-je, qui résume bien et qui apporte un max d'infos, quoi. Mokuji dit le RGPD donne aussi des obligations de ce côté. Une société ne devrait pas garder des données perso de compte inactifs de plus de 2 ans. D'accord, ok. Ah, là, on arrive sur une partie légale que... Voilà, autant je connais la partie un peu commune, mais j'avoue qu'après, dans les détails... Mais c'est vrai que ça risque d'être un petit souci. Après, est-ce qu'ils font exception typiquement sur des cas de gens voilà, un peu influents, etc. Je ne sais pas. Et puis bon, le RGPD, ça s'adresse principalement en Europe. Eux, ils sont... typiquement pour un citoyen américain, est-ce que ça va s'appliquer aussi, tu vois? Je ne sais pas. Il n'a pas vu Roger Rabbit ni Jessica Rabbit. Alors, j'identifie les personnages, hein, c'est pas le souci, mais après, j'ai pas vu... non, j'ai pas suivi, on va dire, le dessin animé, la série. Donc, voilà. Désolé. Du coup, TF1 Info, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ils nous parlent effectivement de 30 influenceurs qui seraient épinglés pour non-respect des règles commerciales. Et du coup, les noms seraient prochainement dévoilés. Donc, j'irai peut-être vous rechercher la vidéo. Donc, en gros, l'idée, c'est que pour vous replacer dans le contexte, je pense que vous vous souvenez, Bruno Le Maire et le gouvernement annonçaient il y a quelques temps de ça, vouloir un peu commencer la chasse aux sorcières, on va dire, auprès des influenceurs et influenceuses qui auraient des pratiques commerciales / communication un petit peu douteuses. On pense notamment aux gens qui vont promouvoir du dropshipping un peu pourri, qui vont faire des promotions aussi de la promotion sur les jeux d'argent, sur... il y avait quoi encore ? Tout ce qui est chirurgie esthétique, etc., etc. Et donc, c'était, selon eux, entre guillemets, un peu le Far West. Et donc, ils souhaitaient poser des règles un peu sur tout ça. Donc, il y a la loi influenceur qui est passée il y a quelques temps de ça. On avait regardé ça sur la matinale. Mais quid des contrôles? C'est toujours la même chose, hein, un peu comme à l'époque avec Adopi. Est-ce que oui ou non, il y aura suffisamment d'agents dédiés, on va dire, au niveau de l'ARCOM, donc l'ARCOM qui est un peu l'organisme de contrôle qui intervient dans ce cas-ci. Est-ce qu'il y aura suffisamment de personnes dédiées, on va dire, à ça et qui permettra de
permettra de contrôler un peu tout ça. Alors dans ce cas-ci d'ailleurs, je crois que c'est même pas l'ARCOM, je pense que je vous dis une bêtise, c'est la DGCCRF, donc la répression des fraudes. Bref. Et du coup, visiblement oui, visiblement ils ont mis les moyens, et c'est ce que nous révèle un petit peu cet article qu'on va lire tous ensemble. Donc, les influenceurs sont dans le viseur du gouvernement après l'adoption d'un texte transpartisan pour encadrer leurs pratiques commerciales sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie a indiqué ce mercredi que les noms de 30 d'entre eux seraient prochainement épinglés pour non-respect des règles. Donc on a une citation qui nous dit nous avons contrôlé 50 sites d'influenceurs et sur ces 50 sites, nous avons constaté 30 infractions. C'est ce que dit donc Bruno Le Maire sur France Info, en référence à des enquêtes menées depuis le début de l'année par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, aussi appelée la DGCCRF. Bon, après, dans le jargon, on dit les fraudes. Ça va plus vite. Donc, qu'est-ce qu'il nous indique encore le Bruno? Il nous dit tout cela est totalement inacceptable, il y aura des sanctions, il y aura des injonctions, des poursuites pénales et nous allons donner les noms des influenceurs qui n'ont pas respecté les règles dans les prochains jours. Fin de citation. C'est quand même pas rien, hein, parce que autant le fait de contrôler des gens, de leur mettre des amendes, etc., je pense que potentiellement ça peut être impactant, mais quand on commence à révéler ton nom au grand jour, quand tu sais que influenceur, influenceuse par essence, je dirais l'activité se base justement sur ce côté un peu image en fait, et essayer d'avoir une image qui plaît à ton audience, etc. Et donc je pense que c'est pas anodin, c'est un peu genre, ça fait un peu on va en défoncer un ou deux sur la place publique, histoire de bien faire peur aux autres et de montrer, un peu comme à l'époque quand on pendait les pirates haut et court à l'entrée des villes, en disant attention pirates, sachez qu'ici on vous défonce. Voilà, ça fait un peu la même chose, hein. On ne pend plus les gens heureusement, mais en tout cas c'est plus ou moins ce qui a l'air de se dessiner. Alors je poursuis sur l'article. Quelques minutes après son interview, le ministère a fait parvenir à la presse un communiqué dans lequel il confirme que les contrôles de la DGCCRF, 3 fois plus importants qu'en 2022, avaient permis de constater que 60% des influenceurs contrôlés étaient coupables d'infractions passibles de poursuites pour pratiques commerciales trompeuses. Aucun des 30 influenceurs épinglés n'était transparent quant au caractère commercial de sa démarche et de l'identité de la personne pour le compte de laquelle il s'agissait. En gros, pour qui est-ce que la pub était destinée en fait, enfin qui est-ce qui en bénéficiait. On a une autre citation qui nous dit ces constats conduiront au prononcé de 18 injonctions de cesser des pratiques illicites et à 16 procès-verbaux pénaux. Donc là on rigole plus trop quoi. Je pense que le B, comme on l'appelle dans le milieu, le Bruno, il rigole plus parce que quand tu commences à parler de procès verbal en pénal, c'est typiquement c'est ce qui juge également les meurtres, ce genre de trucs, quoi. Vous voyez, donc ça devient sérieux là, on rigole plus trop. 16 procès-verbaux pénaux. Donc c'est ce qui est noté en tout cas dans le communiqué. Alors ensuite on nous parle un name et shame dissuasif, donc c'est un peu ce que j'expliquais. Pourquoi rendre public les noms des influenceurs en infraction? Et donc on nous dit dans une optique de sensibilisation aux enjeux de loyauté et dans le respect des procédures du code de la consommation. Et donc Bruno Le Maire dit encore, je pense que c'est aussi très dissuasif, et donc c'est ce qu'il déclare sur France Info en disant vouloir protéger les influenceurs qui font du super boulot contre les arnaques des autres influenceurs qui du coup développent une mauvaise réputation d'une activité qui se développe en France. Voilà. Et donc pour terminer, aujourd'hui les influenceurs doivent indiquer clairement le caractère commercial ou publicitaire d'une publication, notamment en l'accompagnant d'un hashtag sponsorisé ou hashtag partenariat, ou en utilisant les outils dédiés mis en place par les plateformes comme Instagram ou TikTok, puisque des fois vous avez des petites coches pour dire que vos posts sont à caractère commerciaux. La loi censée renforcer la législation et donner un cadre plus clair à cette activité sera présentée en commission des affaires économiques au Sénat mercredi et doit être soumise au vote de la Haute Assemblée le 9 mai. Elle prévoit notamment d'interdire la promotion d'actes de chirurgie esthétique ou de produits financiers. Mais ça, je pensais que c'était déjà passé. Bon, visiblement pas. Voilà. Donc voilà pour le résumé. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que le fait de révéler au grand jour des noms
ça vous paraît un peu overkill? Est-ce que ça fait un peu chasse aux sorcières ou pas? Dites-moi tout. Oula, il y a des... Attention les amis, pas trop de... pas trop de bashing là, parce que Pandro et Bastille, je suis pas sûr qu'il apprécie. Je parie que les 30 viennent de Snap et de la télé-réalité. Ah, c'est pas exclu, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis prêt à ton message, Olivier, parce que je le trouve un peu, un peu hardcore, désolé. Je ne sais pas, Wizard. Après, oui, c'est possible. Après, tu sais, des fois, dans les comment dirais-je, dans mince, les pratiques commerciales trompeuses, on peut aussi être surpris. Hein. Mais bon, oui, c'est typiquement. Pour le moment, je pense que si effectivement tu vas entre guillemets taper dans les personnes type télé-réalité, tu as très vite fait de trouver des gens. Voilà. Mais je suis assez curieux de savoir qui c'est. Et j'aimerais bien savoir si c'est des gros entre guillemets ou des gens un peu middle. Voilà. Est-ce qu'il y a une notion de ok, on préserve les gros parce qu'on n'a pas envie de se faire taper sur les doigts, ou est-ce que vraiment ils vont jouer le jeu à fond? Mokoji qui dit la loi n'est même pas encore passée et hop, il y a des contrôles. Il y avait aucun contrôle depuis 5 ans. Donc, mais voilà, je pense que c'est voilà, tout pour la communication. Exactement, Mokoji. Je pense que c'est un bon gros coup de communication. Et comme je l'ai dit, je pense que l'idée c'est vraiment de dire ok, on montre que là pour le coup on rigole plus. On va certainement donner l'exemple sur une ou deux personnes en public, histoire que les autres se calment et se tiennent un peu à carreau et réguler un peu tout ça, quoi. Xavier qui dit ça va être intéressant dessus tout ça. Ouais, c'est ça. Ça va être intéressant, je pense. Olivier, pour qui sonne la glace? Mais j'ai pas compris, il faut que tu me détailles. On passe du rien au tout, c'est assez bizarre, alors que la loi influenceur est en fabrication. Oui, c'est ça, Mokuji. Mais voilà, encore une fois, je pense que ça va être vraiment un truc de com. J'ai l'impression qu'il en a fait un peu son cheval de bataille, tu vois. Et surtout, j'ai l'impression que ça titille un peu le gouvernement de ne pas avoir l'impression de contrôler à minima ce qui se passe sur Internet. On l'a vu dans plein de cas. Le fait de ne pas avoir d'emprise sur les GAFAM. Après, l'Europe a pas mal agi sur ça, donc voilà, mais... typiquement sur la partie influenceur, il fallait faire quelque chose quoi, pour réguler, parce que clairement il y a quand même, on va pas se mentir, il y a des gens des fois qui font des placements, laisse tomber quoi. En dropshipping et autres, il y a des trucs assez scandaleux quoi. Donc pas sûr que ça tienne sur la longueur. Je sais pas s'ils vont faire ça, de façon très récurrente, mais à mon avis la stratégie c'est plus de dire on va montrer l'exemple entre guillemets, et puis histoire de calmer un peu tout ça quoi. Ce qui me fait rire dans l'histoire, c'est que dans les 30, il y a forcément un contrat avec Berda, la même qui conseille pour les lois influenceurs. Je ne sais pas. De toute façon, il y aura forcément, comme je t'ai dit, je pense qu'il y aura une histoire de lobby, de gens qui sont peut-être plus gros et intouchables. Voilà. Après, je pense que quand tu commences à atteindre un certain seuil et tout, ça va être hyper contrôlé, je pense, les placements que tu as. Typiquement, une Lena Situation ou ce genre de choses, à mon avis, elle doit quand même faire super gaffe avec qui est boss, je pense. Enfin, j'espère, hein, parce que... Mais par contre, je pense que tu as des influenceurs au début qui vivent là-dessus, qui se lancent à 100% et qui doivent prendre un peu tout ce qui passe. Et donc, bon, si tu n'as pas une espèce d'éthique par rapport à tout ça, c'est compliqué, quoi. Ils auraient pu agir avant. Il y a besoin de cette loi, alors. Ouais, non, mais c'est ça, Mokuji. Après, voilà, c'était pas encore en place. Ça faisait quelques temps qu'ils auraient dû le mettre. Là, déjà, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, soyons contents déjà de ça. Il faudrait voir de quoi il s'agit. Il faudrait voir c'est quoi les fraudes dont on va parler. Alors, ils avaient déjà un peu détaillé. Hein. Je pense que si tu recherches un peu sur le web, on avait fait quelques détails d'articles où ils parlaient un peu de quoi il s'agissait quand ils parlaient de... Enfin, quels étaient les grands points qui avaient été abordés et adoptés, notamment au niveau de... Enfin, chez les députés à l'Assemblée nationale. Donc, tu n'auras pas trop de mal, à mon avis, à voir de quoi il s'agit. Le name and shame est très efficace et ne coûte rien. Disons moins que... Voilà. Après, ils avaient fait un peu le truc avec Adopi aussi. Hein. Ils avaient bien fait un peu la même stratégie. Tu vois, à l'arrivée, ça n'a pas donné grand chose, quoi. Bon, après, entre-temps, le piratage illégal est devenu
moins avantageux, on va dire, que de prendre des formules légales type Netflix et autres. Donc ça y a joué aussi. Ouais, ça fait un peu inquisition, je suis d'accord. Tac, je lis en même temps vos commentaires. Non, mais c'est pas grave, Olivier, c'est juste que il y avait un message, tu sais, sur Pandro et court que je trouvais un peu hardcore, mais t'inquiète, rien de méchant. Olivier qui dit en tout cas, si ce sont des gros influenceurs, ils vont vite déménager alors de France. Alors ça c'est une bonne remarque, Olivier, parce que quid de toutes les personnes justement qui sont à Malte, tout ce genre de choses qui sont instaurées ailleurs. Est-ce que du coup, et ça faisait partie justement des points un peu remontés que je me souviens sur les précédents articles qu'on avait lus sur cette loi influenceur, c'est que ce qu'il disait, c'est que en gros ça allait couper un peu les ailes à certains influenceurs français résidant en France. Ça allait un peu leur couper les ailes sur certains aspects, mais que du coup ça laisserait la place à d'autres francophones potentiels, typiquement des gens au Canada, en Suisse ou autres, qui seraient pas inquiétés par ce genre de loi et qui du coup pour eux c'est du pain béni quoi, parce que tu supprimes un peu la concurrence. Donc voilà. Alors, après la France n'a de pouvoir, je pense, que dans son cercle, que dans ses limites, ils peuvent pas agir partout quoi. Ils peuvent peut-être agir au niveau de l'Europe et leur demander de faire pareil dans un souci d'uniformisation et d'efficacité, mais la fouille qui met le faire est important, mais donner les noms en public, je suis mitigé. D'un sens, ça permet de prévenir après avec la manipulation des agences. Ils peuvent avoir fait l'erreur et changer, mais donner le nom, ça va les finir. Voilà, encore une fois, j'attends de voir quels sont les noms. Moi, je pense quand même que des gros influenceurs ont déjà fait ce travail-là, à mon avis. On n'est pas à l'abri qu'ils aient quand même quelques trucs un peu scandaleux. Mais j'imagine que plus tu grossis, plus après tu as le choix justement de savoir avec qui tu travailles au niveau partenariat et de garder une certaine cohérence, quoi. Parce que naturellement, déjà, sauf, je parle pas du milieu typiquement télé-réalité ou autre qui doivent prendre un peu tout, mais quand tu es influenceur-influenceuse, en règle générale, c'est dans un domaine bien précis, et donc tu essayes d'avoir des partenariats en cohérence avec ce que tu fais, quoi. Typiquement, nous, on fera jamais de la promo pour, pour la chirurgie esthétique, ça n'a aucun rapport alors qu'on parle de web, quoi. Donc voilà. Mokuji qui dit c'est bien que ça bouge, mais encore une fois, pourquoi aussi tard? L'État n'a pas fait son boulot de contrôle pendant des années. Et le truc, c'est que je pense que l'État, c'est comme un grand groupe industriel, hein, ça bouge pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais voilà, de par la taille, de par tout ce qui se fait, voilà. Moi, je trouve ça déjà très bien qu'ils mettent en place. C'est sûr que c'est un peu à la bourre, mais après, t'as des gens, il y a encore quelques années, ils savaient même pas ce que c'était qu'un influenceur, quoi, et que c'était une vraie activité. Donc voilà. Pas juste à Malte, déjà en Belgique, en Suisse romande, c'est facile. Et ouais, c'est ça, Olivier, c'est exactement ça. Ou à Dubaï, The Viking Dev, tout à fait. La chirurgie esthétique, c'est du design. Avec une interface de simulation sur le web. Non, Olivier, je pense pas que ça passera. Voilà. Allez, les amis, on enchaîne avec un autre article parce que le temps passe relativement vite. Du coup, un article que j'ai trouvé sur viepublique.fr. Donc, il y a un site, je sais pas si c'est un site gouvernemental ou pas. Ils ont le logo en tout cas de la République française qui revient sur la notion de DMA, du coup, Digital Market Act. Pourquoi est-ce qu'on revient là-dessus? Tout simplement parce que la loi du coup du Digital Market Act a commencé à prendre effet depuis la semaine dernière. Je ne sais plus exactement le jour, c'est le 2 mai, voilà. Progressivement applicable à partir du 2 mai. Donc je voulais rapidement vous résumer ce qu'il en était, ce que ça va impliquer. Regardons ça ensemble. Alors, les géants du net vont devoir se plier à deux nouvelles obligations, et interdiction sous peine de lourde amende en vertu du règlement sur les marchés numériques, la DMA, du 14 septembre 2022. L'Union européenne veut mettre fin à la domination de ces géants en leur imposant des règles qui profiteront aux entreprises et aux internautes européens. Le règlement DMA pour Digital Markets Act du 14 septembre 2022 est, avec le service
est avec le règlement sur les services numériques, donc le DSA. Il y avait le DSA et le DMA qui est un peu le pendant. DMA c'est plus pour la partie market. Donc ces deux projets sont des grands chantiers numériques engagés par l'Union européenne. Le DMA sera donc applicable à partir du 2 mai. La législation sur les marchés numériques vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'Internet et corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché numérique européen. Donc là, on parle bien au niveau Europe. Le modèle économique de ces acteurs, en particulier les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, repose sur la combinaison de masse de données sur leurs utilisateurs et d'algorithmes puissants et opaques. Grâce aux forts effets de réseau et à leur écosystème enfermant les internautes consommateurs, ces grands acteurs ont acquis une position de quasi-monopole sur le marché européen, laissant peu de place à la concurrence. À eux seuls, les GAFAM représentent un chiffre d'affaires comparable aux recettes fiscales de la France. C'est quand même énorme, ça veut dire qu'ils gagnent masse de pognon quand même. C'est pourquoi des outils de régulation sont mis en place en amont pour créer une concurrence loyale entre les acteurs numériques, notamment au profit des petites et moyennes entreprises et des startups européennes. Deuxième objectif, stimuler l'innovation, la croissance et la compétitivité sur le marché numérique. Compétitivité, c'est vraiment le mot-clé qu'on entend partout. Et troisième point, l'intérêt, c'est aussi de renforcer la liberté de choix des consommateurs européens. Alors, qui est-ce qui va être visé par le DMA? Le règlement couvre des services en ligne très répandus et couramment utilisés, fournis ou proposés par les grandes plateformes. Il liste 10 services de plateforme essentiels ou de base qui posent aujourd'hui problème. Donc, il s'agit d'abord des services d'intermédiation, donc tout ce qui va être marketplace, place de marché, boutique d'applications aussi. On l'avait vu d'ailleurs, je crois que c'est Apple qui du coup va devoir se mettre un peu en conformité par rapport à ça et proposer d'installer sur les iPhones ou les tablettes des applications venant d'ailleurs que de son propre market. Donc tout ce qui est services d'intermédiation, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos, les messageries en ligne, les systèmes d'exploitation dont les TV connectés qui sont inclus, les services en nuage, j'adore ce mot, en gros c'est le cloud quoi, les services publicitaires tels que les réseaux et échanges publicitaires, les navigateurs web et les assistants virtuels. Donc ça c'est tout ce qui va être touché et visé par la partie DMA. Ensuite, quelles sont les entreprises concernées? Parce qu'en fait, ça va pas toucher toutes les entreprises. Il va falloir répondre à certains critères pour pouvoir être inquiété sur ce genre de choses. C'est pas parce que demain vous allez ouvrir votre boutique que vous allez être inquiété par ce genre de règlement concrètement. Sont présumés être des contrôleurs d'accès, donc ils appellent ça des gardes-barrières, des gatekeepers. En gros, ça va vraiment viser des gros du secteur, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Sont présumés être des contrôleurs d'accès au sens de la nouvelle législation européenne, les entreprises qui fournissent un ou plusieurs services de plateforme essentiels dans au moins 3 pays européens, ont un chiffre d'affaires ou une valorisation boursière très élevée, 7,5 milliards d'euros au moins de chiffre d'affaires annuel en Europe dans les 3 dernières années, ou 75 milliards d'euros ou plus de capitalisation boursière durant les dernières années. Troisième point, enregistre un grand nombre d'utilisateurs dans l'UE, plus de 45 millions d'Européens par mois et 10 000 professionnels par an pendant les 3 dernières années. Les entreprises qui atteignent ces seuils chiffrés seront identifiés du 2 mai au 3 juillet, donc c'est pour ça que je vous en parle parce que ça a commencé là, auprès de la Commission européenne qui les désignera formellement comme des contrôleurs d'accès d'ici le 6 septembre 2023. À défaut, ou si les entreprises ne coopèrent pas aux enquêtes de marché, la Commission pourra les désigner unilatéralement. Donc ça veut dire qu'en gros là, on est entré dans une période où les gens vont devoir déclarer qu'ils répondent aux critères et dire voilà, je m'appelle Google, je fais partie des critères, allez-y, listez-moi. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est qu'en gros, visiblement, ça va leur prémarcher le travail, que dans tous les cas, même si les gens ne s'inscrivent pas, entre guillemets, de leur plein gré, ils vont quand même les mettre, entre guillemets, sur cette liste et les considérer comme gatekeepers. Voilà. Elle pourra donc, du coup, la commission pourra désigner comme contrôleur d'accès des entreprises qui ne rempliraient pas tous ces seuils, mais sont jugées trop dominantes. Donc, il y a des critères de base, en fait, qui vont être définis pour dire oui ou non je fais partie des gatekeepers, mais ils peuvent aussi, la commission, estimer typiquement que certaines entreprises qui ne répondraient pas aux critères mais qui ont une grosse influence, ils les mettront aussi là-dedans. Donc ça c'est plus une base on va dire, mais après modulo un peu leur jugement quoi.
Alors, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? C'est que du coup, c'est gatekeeper. Donc, ils doivent. Les entreprises désignées comme gatekeeper devront nommer un ou plusieurs responsables de la conformité avec le règlement sous peine d'amende. Et puis respecter une petite vingtaine d'obligations ou d'interdictions. Donc, on a rendre aussi facile. Attendez, les contrôleurs derrière, ils vont devoir donc rendre facile le désabonnement, enfin aussi bien le désabonnement que l'abonnement à un service de plateforme essentiel. Ils vont devoir permettre de désinstaller facilement sur téléphone, ordinateur, tablette, les applications préinstallées, rendre interopérables les fonctionnalités de base de leur service de messagerie instantanée, WhatsApp, Messenger, avec des concurrents plus modestes, donc il faut être plus interopérable. Autoriser les vendeurs à pouvoir promouvoir leurs offres et à conclure des contrats avec leurs clients en dehors des plateformes. Ok. Donner aux vendeurs l'accès à leurs données de performance marketing ou publicitaire sur leur plateforme. Donc donner aux vendeurs l'accès à leurs données de performance marketing, publicitaire ou sur leur plateforme. Ouais, ça paraît clair. Informer la Commission européenne des acquisitions fusions qu'ils réalisent. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ne pourront plus faire par contre, à contrario? Donc imposer des logiciels importants, navigateurs web, etc. C'est très très drôle parce que on avait lu l'actualité il n'y a pas très longtemps où Microsoft disait que quand tu allais cliquer sur un lien Teams, ça allait rediriger et te forcer à te rediriger sur leur navigateur Edge. Donc je pense que pas trop en raccord avec ce que dit cette loi. Favoriser leurs services et produits par rapport à ceux des vendeurs qui utilisent leur plateforme ou exploiter les données des vendeurs pour les concurrencer. Ils ne pourront plus non plus réutiliser les données personnelles de l'utilisateur à des fins de publicité ciblées sans consentement explicite. Donc là, je pense que Google, il y aura du boulot. Imposer aux développeurs d'applications certains services annexes comme des services de paiement. Voilà. Quand tu dev en gros un truc, potentiellement, on peut t'imposer des choses. Et après, au niveau des amendes qui peuvent être imposées si jamais tu ne respectes pas la loi, une amende pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial total. Donc c'est genre énorme, 10% de ton de ton CA total. Quand tu t'appelles Google, je pense que ça fait mal. Et en cas de récidive, jusqu'à 20% de ce chiffre d'affaires. Bon, après, voilà, il y a tout un tas de petites choses qui sont prévues. Voilà. Donc, le Digital Market Act, c'est en place. Là, actuellement, sachez qu'on est dans la période, effectivement, on est dans la période de... Comment dirais-je je vais y arriver. On est dans la période un peu de transition dans laquelle les gens vont devoir se déclarer comme faisant partie de la liste ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est palpable. The Viking Dev qui dit Meta à lui seul a un CA supérieur à certains pays. C'est pas exclu. Fais voir c'est combien le CA de Meta. Chiffre d'affaires. Groupe Meta. Bon, après, il faut pas confondre chiffre d'affaires et résultat évidemment. Hein, je vous rappelle. Chiffre d'affaires 2022, 117,929 milliards de dollars selon le blog du modérateur. Bénéfice net annuel 39,37 milliards. Je pense que ça te fait des 13e mois assez coquinou quoi. Mais je suis pas sûr qu'il y ait la notion de 13e mois chez Meta. 117 milliards, c'est sûr qu'il y a des pays qui créent pas autant. Ça c'est obligé. C'est sûr. Faudrait pas oublier que les gros acteurs ont les moyens de faire ces modifications, mais les autres acteurs qui n'ont pas les moyens font comment? Je ne sais pas, Olivier. Je ne sais pas. Je pense que de toute façon, ça quand même, ça. Justement, ça. Le but, c'est quand même de l'imposer surtout aux gros. Ouais, j'ai l'impression que c'est ceux qui sont un peu dans le viseur. Donc après, pour les plus modestes, voilà, va falloir se conformer. C'est comme ça. De toute façon, le RGPD, c'est pareil. Hein, tout le monde a dû se conformer. Là, pour le coup, ça va pas toucher autant de monde, je pense, que le RGPD, mais voilà. Voilà du coup pour cette petite actualité. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur une autre actu. Je vois qu'il est 9h30, donc il va falloir un petit peu se bouger. Je réfléchis un peu dans l'ordre dans lequel je vous présente les actus. Bon, mais tant pis, on va conserver l'ordre initial. Alors, on va enchaîner du coup avec un article de Presse Citron cette fois-ci. Enfin, le RGPD est souvent violé et la CNIL ne fait rien, dit Cayenne. Ah,
Peut-être que maintenant un peu moins, mais fut un temps quand même, je sais que dans les entreprises on faisait super gaffe, hein, parce qu'il y avait quand même cette peur un peu d'être contrôlé. Mais oui, après, je pense qu'après c'est une question de moyens techniques aussi, tu vois, ils n'ont pas forcément les moyens de contrôler autant qu'ils le voudraient peut-être. Donc voilà. On enchaîne avec un article de Presse Citron, du coup, et on va parler d'Airbnb. Airbnb, la fête est finie. Donc, Airbnb est un peu dans le viseur actuellement notamment de certaines politiques françaises. Je crois que c'était des sénateurs ou des députés. Non, c'est des députés, voilà, qui en gros souhaitent mettre en place plus de lois, plus de bâtons dans les roues, on va dire, pour Airbnb, puisque actuellement, on vit dans certaines villes une crise du logement, notamment à Paris ou dans d'autres villes. Et en fait, le phénomène Airbnb a tendance à ne pas faciliter, on va dire, cette crise, et au contraire à l'accentuer. Puisque dans l'idée, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui préfèrent et qui trouvent ça plus rentable de louer via Airbnb, de louer leur logement, parce que les locations comme ça courte durée, du coup, ça leur permet de gagner plus d'argent via Airbnb. Sauf que du coup, les locaux typiquement ne trouvent plus d'endroit où se loger. Donc, voilà ce que dit un petit peu l'article de Presse Citron là-dessus. Face à la crise du logement qui touche de nombreux territoires en France, des députés de différents groupes politiques ont décidé d'unir leurs forces pour proposer une loi visant à mieux encadrer les locations touristiques de courte durée, notamment celles proposées par les plateformes numériques comme Airbnb, Abritel ou Booking. À l'origine de ce projet de loi, donc plusieurs députés, Julien Bayou, Christophe Plassard, Iñaki Echanis, je pense que ça doit se prononcer comme ça, et Aurélien Taché. Ensemble, ils présentaient mardi 2000 leur appel transpartisan qui contient 7 mesures phares pour lutter contre la disparition des logements au profit des locations touristiques plus lucratives. Parmi ces mesures, on trouve la suppression de la niche fiscale dont bénéficiaient les meublés touristiques, qui permet aux propriétaires de ne pas payer d'impôts sur les revenus locatifs jusqu'à 23 000 € par an. Voilà, donc pour les meublés, les logements meublés. Et donc, du coup, ils aimeraient dégager ça pour tous ceux qui font du Airbnb. Seuls les gîtes ruraux et les résidences en station de ski continueraient d'en bénéficier. Les députés souhaitent également réduire à 90 le nombre de nuitées autorisées pour la location de sa résidence principale au lieu de 120. Oui, parce qu'il y a des gens en gros qui font ça aussi dans le cadre de résidence principale. Ouais, mais alors si tu fais ça... Bon bref, je réfléchis, mais je me dis... c'est potentiellement, si c'est ta résidence principale, tu vas faire ça sur une période très courte. Et donc, ça va pas forcément donner accès à plus de logements aux gens qui veulent louer à l'année, quoi. Mais bon, bref. Donc, en tout cas, réduire à 90 au lieu de 120 et soumettre les résidences secondaires à cette même durée maximale. Ils veulent aussi renforcer les sanctions en cas de non-respect de la réglementation en prévoyant des amendes allant jusqu'à 50 000 € par logement et par an. Et donc on a une citation de Julien Bayou qui dit « Nous voulons lutter contre le tsunami de la disparition de logements au profit des locations touristiques bien plus lucratives ». Les parlementaires appellent également à une meilleure coopération entre les plateformes numériques comme Airbnb et les collectivités locales en instaurant un système d'enregistrement obligatoire et unique pour tous les logements loués, ainsi qu'une transmission automatique des données relatives aux locations aux communes concernées. Donc en gros, ils veulent que un peu plus de communication, on va dire, entre les collectivités locales et effectivement les les personnes qui font de la location, et donner un peu plus de data là-dessus. Salut JK, comment ça va? Bienvenue à toi. Donc on a une autre citation qui dit « Nous voulons que les plateformes numériques soient responsables et transparentes vis-à-vis des collectivités locales qui doivent pouvoir contrôler et réguler les locations touristiques sur leur territoire. » Enfin, il propose de créer un fonds national de soutien au logement abordable, alimenté par une taxe sur les revenus locatifs des plateformes numériques. Donc en gros, ça serait une taxe Airbnb en quelque sorte, qui serait reversée aux communes qui s'engagent à développer l'offre de logements sociaux et intermédiaires. Nous voulons que les revenus générés par les locations touristiques servent à financer le logement abordable, qui est une priorité nationale et locale. Voilà, donc après, il y a une partie un peu sur
sur le fait que ce soit un petit peu urgent. Donc ces députés espèrent que leur proposition de loi sera examinée à l'Assemblée nationale dès le mois de juin. Ils affirment que leur démarche dépasse les clivages politiques et vise à répondre à une urgence sociale et environnementale. Selon eux, la multiplication des locations touristiques contribue à la hausse des prix du logement, à la pénurie de l'offre locative et à la désertification des centres-villes. Et puis augmentation des effets de gaz à effet de serre liés au déplacement. Bon, ça on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Nous pensons que ce sujet doit être traité avant la fin de la législature car il y a une urgence sociale et écologique. Nous espérons que le gouvernement et la majorité seront sensibles à notre appel et qu'ils nous aideront à faire adopter cette proposition de loi. C'est ce que concluent les 4 parlementaires. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans vos villes potentiellement vous avez ce phénomène-là? Parce qu'on parle souvent de Paris, mais je crois avoir vu dans d'autres villes qu'il commençait à y avoir des choses là-dessus. Si je tape Airbnb... certains quartiers de Paris bientôt interdits, ah ouais carrément. Je sais plus où j'avais vu il y avait pas mal de plus petites villes justement, notamment des villes balnéaires ou ce genre de choses, où là ils commençaient à être un peu plus hardcore avec Airbnb, ils faisaient vraiment la chasse aux sorcières, parce que c'était très très compliqué de se loger dans certains... Voilà, les mecs ils achètent des logements et ils les louent Airbnb, et du coup... si en gros tu vis sur place à l'année, c'est juste pas possible en fait. Donc voilà. Parce que le prix, on va dire forcément, étant donné que c'est des nuitées, enfin que c'est des périodes plus courtes que si tu loues, mettons, à l'année ou au mois, forcément le prix est beaucoup plus cher, quoi. Donc voilà. Airbnb qui a refait légèrement son interface et ils sont vraiment forts, dit Tim Inframe. Ah, ça, en matière de design, clairement, c'est des cas d'école. Et d'ailleurs, il y a une partie Airbnb Engineer, je crois, où ils te postent typiquement comment ça s'appelle, des cas de design ou de dev, ce genre de choses. D'ailleurs, je crois, attendez, de mémoire, Airbnb, c'est les équipes d'Airbnb qui ont sorti Lottie, Lottify là. Vous savez, le Lottie, je sais pas si ça vous parle ou pas. C'est ça, je vous le confirme. Donc Lottie qui permet de faire pas mal d'animations, ce genre de choses. C'est une espèce de librairie qui permet en gros de basculer depuis une animation After Effects directement en fait. Voilà, vous avez un fichier SVG et vous avez un fichier JSON qui décrit en fait un peu toutes les données d'animation, et vous pouvez comme ça intégrer directement les animes. C'était fait by Airbnb.design, donc c'était bien ça. Très très cool comme ressource, hein. N'hésitez pas à aller voir certains cas d'études et ce genre de choses. Kayan Kimi regarde Iris V2 sur Twitter, il dépose très souvent des signalements à la CNIL. Il n'y a eu que très peu de sanctions. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais ils sont dépassés techniquement, hein. Je pense que voilà, il faudrait un peu d'automatisation dans tout ça, à mon avis. Je pense. Faudrait qu'ils consultent un petit peu, comment ça s'appelle. Faudrait qu'ils consultent un peu contournement et compagnie pour essayer d'automatiser certaines choses. C'est une plaie, dit Wizard. Ok, selon toi, Airbnb, c'est une plaie. Développe. Timmy qui met, je le ressens beaucoup moins sur Lyon que sur Nîmes à l'époque où j'y étais. Ouais, non, mais c'est surtout, je sais que ça se sent beaucoup justement dans des villes plus petites, ou vraiment, typiquement des villes balnéaires ou voilà, de vacances, où les gens qui vivent à l'année peuvent pas se loger, ou alors doivent payer une blende, parce que c'est pas possible de louer un Airbnb à l'année, quoi. Ça reviendrait beaucoup trop cher. À Montpellier, c'est l'enfer, dit SalZB. Je sais pas si ça se prononce comme ça. À Montpellier, c'est l'enfer et ça commence à faire parler très sérieusement. Ouais, il y a beaucoup de villes, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que même si c'est un peu border, il y a un côté voilà, politique, on va dire, mais ça concerne quand même Airbnb, qui est un gros du secteur du web. Et je vois beaucoup d'articles et de commentaires là-dessus, justement, de gens qui en parlent, de ce phénomène-là, quoi. Fouras qui est en Charente-Maritime 17, ma mère y habite et les patrons des restos galèrent à trouver des cuisiniers serveurs car c'est pendant les saisons où les locations des logements sont trop chères, c'est un vrai problème. Non, mais le logement devient très très compliqué dans ces villes-là. Mais venez dans le Lot, vous verrez, on n'a pas ces problèmes-là. Venez repeupler le Lot. Et encore que je vais pas à me plaindre parce que ça bouge quand même pas mal. De base, dit Wizard, ça devait juste servir à louer son logement pour partir en vacances et ça s'est transformé en un business plan. Perso, je suis pour un ban des plateformes.
D'accord. Ah ouais, t'es hyper catégorique du coup. Alors c'est vrai que très souvent au début, ça répond à un besoin primaire ou enfin une volonté, et puis après ça petit à petit ça grossit et il y a d'autres intérêts qui arrivent, économiques entre autres. Donc voilà, c'est des choses assez qui arrivent de façon assez classique, je dirais. Et oui, Timmy, si, c'était eux, ouais, c'était eux derrière. L'outil, c'est Airbnb, ouais. Mais regarde de façon régulière un peu là, Airbnb Design et tout, il y a pas mal de choses. Même je crois qu'ils ont des comptes GitHub et tout sur lesquels ils postent pas mal de choses. C'est vraiment bien. C'est bien fichu, quoi. Mokuji qui dit Airbnb Co ont profité de la lenteur de l'État pour faire le même métier que les hôteliers sans les contraintes et taxes. Ce qui leur a permis de mieux rémunérer leurs clients loueurs, causant en conséquence désormais la pénurie des logements. Il n'y a pas de lot dans le lot. C'est dommage que j'ai pas le petit bruitage, une petite soundboard là qui fasse pour la petite blague. J'ai un peu de mal avec les gens qui respectent pas leurs paroles, et par gens j'entends personne, entreprise, gouvernement, etc. Et oui. Non, mais bon, voilà, c'est forcément c'est la tyrannie de l'économie. Hein. Au bout d'un moment, au début, c'est petit, donc il n'y a pas forcément enfin voilà, t'as des intérêts, t'as des idéaux, des choses comme ça. Puis après, quand on commence à venir le facteur monnaie, ben forcément, ça change un peu le paradigme, on va dire. Donc voilà. Allez, on enchaîne du coup avec un autre article. Donc un changement déjà en place, hein, pas à venir, qui est déjà en place. Sendinblue. Donc Sendinblue, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un service permettant de gérer notamment, entre autres, et à l'origine c'était ça, des newsletters. Et qui du coup a refondu un peu sa marque, a fait un rebranding, on va dire, et qui s'appelle désormais Brevo et non plus Sendinblue. Alors on va voir les raisons pour lesquelles ils ont changé, ça va être assez rapide. Donc déjà vous voyez au niveau de la DA de base, Sendinblue c'est quelque chose de plutôt bleu comme son nom l'indique. Je peux vous montrer ça rapidement. Voilà, ça c'était le logo de base. Et voilà, l'interface c'est comme ceci. Alors désolé pour celles et ceux qui sont en audio only. Grosso modo, si vous voulez, c'est une interface avec un header qui est plutôt bleu. Et ensuite, voilà, on a plein de nuances de bleu un peu partout. Et on a une espèce de board dans lequel vous avez accès aux contacts qui se sont inscrits à vos newsletters. Vous pouvez créer des templates d'email déjà préfaits. Et vous pouvez créer des campagnes de mail, des campagnes d'SMS, etc., etc. C'est un outil assez classique, je pense, dans le milieu. Il y en a pas mal qui utilisent ça. Je crois qu'il y avait d'autres services concurrents. Il y avait Sarbacane à l'époque, je crois. Je sais pas si ça existe encore ça d'ailleurs. Il y a quoi encore? Il y a Mailchimp. Enfin, vous voyez, c'est dans cette lignée là quoi. Et donc du coup, ils ont fait une refonte de leur marque et ils s'appellent aujourd'hui Brevo. Alors, nouvelle identité, pourquoi? Nouveau nom pour une mission plus large. Donc ce qu'ils disent sur leur blog, là c'est issu de leur blog, brevo.com. Dans notre cas, il s'agit d'expérimenter une évolution majeure de notre produit. Notre offre était tout simplement devenue trop vaste pour notre ancien nom. À l'origine, Sendinblue ne proposait que l'envoi de newsletters. Maintenant, seuls 31% des clients n'utilisent Sendinblue que comme outil de newsletter. Donc ça veut dire qu'il y a 2/3 des gens qui ne l'utilisent pas que dans ce but justement de gestion de newsletter. Dans notre cas, ce nouveau nom traduit l'évolution de notre offre en tant que suite CRM. Donc il se prône vraiment comme étant du CRM. Ça existe toujours, dit Xavier Nocode de Sarbacane. Ok, mais merci pour l'info, j'étais pas sûr. Sendinblue a été fondé en 2012 avec pour objectif de permettre aux entreprises de toute taille de créer et de renforcer leurs relations clients à l'aide d'une plateforme de gestion de campagnes d'email abordable et simple à utiliser. Aujourd'hui, nous sommes devenus une plateforme CRM plus large capable de couvrir tous les besoins des entreprises autour de la gestion de la relation client. Durant ces 10 dernières années, nous avons connu une croissance importante, nous avons acquis d'autres entreprises, étendu notre présence à l'international et lancé de nouveaux produits et fonctionnalités. Mais une chose est restée constante, notre mission qui consiste à permettre aux entreprises de toute taille de nouer des relations durables avec leurs clients. Blablabla, blablabla, en gros on devient un CRM donc on change de nom. Et après alors ils disent le nom, l'explication elle est pétée par contre, je suis désolé les gars mais... Ils disent... c'est où que j'avais vu ça? Ah oui. Brevo vient de bravo, un mot qui
qui célèbre le succès de nos clients et notre confiance dans leur capacité à se développer. Nous lui avons donné plus d'énergie et l'avons rendu unique en remplaçant le A par le E. Là, je suis désolé, mais on n'est pas très loin du cliché de l'agence de com, là, avec... comment ça s'appelle ce film avec Jean Dujardin, là je sais plus, là. Où en gros, c'est tous les clichés de l'agence de com, là. Bon, les gars, je suis désolé, mais... Brevo égale bravo, on a juste changé le A par le E. Bon, allez, peu importe. En tout cas, la refonte est très belle. Moi, j'ai trouvé ça très efficace. Je trouve ça plutôt 99 francs, merci Wizard, exactement. Film que je n'ai pas vu, mais il y a tellement de gens qui m'en ont parlé que voilà. Voilà un petit peu pour cette refonte. C'est plutôt efficace. Moi, j'ai regardé au niveau du tableau de bord et tout. Ils n'ont pas trop changé en termes du X. Par contre, au niveau de l'UI, au niveau de la DA, etc., ça a changé. Il y a ce côté vert, etc., qui m'inspire, je ne sais pas pourquoi, un côté écologie. Et j'imagine que c'est fait exprès. Voilà. Et après, regardez les petites coches, etc. Il y a eu plein de petites modifications. Ça a été remis un peu au goût du jour. Voilà. Alors, je lis vos commentaires. Olivier qui dit qu'ils auraient dû garder Sendinblue justement car c'est la relation client en bleu qui est leur truc. Ah oui, donc bleu égale relation client pour toi. Moi, bleu égale entreprise pour moi, mais c'est très subjectif. Mais du coup, par rapport à d'autres CRM, y a-t-il une plus-value? Alors, peut-être qu'ils vont, justement, c'est leur intention, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'en fait, par rapport à leur service initial, ils ont acquis d'autres boîtes, des choses un petit peu connexes, et donc ils développent un peu leur proposition. Et à terme, le but est visiblement d'être un vrai CRM. Après, à comparer avec d'autres, je pourrais pas te dire... voilà, moi, typiquement, je l'utilise essentiellement pour la partie... comment ça s'appelle? Pour la partie campagne d'emailing. Mais grosso modo, donc tu peux gérer une liste de contacts, tu peux leur envoyer effectivement des comment ça s'appelle, des emails classiquement. Après, tu peux créer des formulaires, des landing pages, ce genre de choses. Tu as une partie automatisation également qui te permet de dire quand il se passe ça, tu fais ça, etc. Donc c'est pas encore, je pense, voilà, le gros truc de CRM vraiment de référence par rapport à, je sais pas moi, d'autres concurrents qui vont vachement, te proposer vachement plus de choses, mais il faut comprendre que ils font un peu plus que du emailing et ils vont probablement développer un peu plus leur offre au fur et à mesure que le temps passe. Voilà. Mokuji qui dit: je suis utilisateur de Sendinblue depuis leur début, très intéressant au démarrage, mais ils ont eu une croissance trop forte avec beaucoup de problèmes de serveurs. Ils ont systématiquement investi dans des changements de fonctionnalités et de design sans investir dans les serveurs. C'était devenu catastrophique avec l'impossibilité d'envoyer des campagnes pendant les heures de pointe. J'ai dû prendre d'autres plateformes plus haut de gamme pour assurer mes commandes clients. Ok, qu'est-ce que tu utilises du coup comme outil? Ça peut être intéressant. C'est le petit Fight Club de la France, dit Wizard. Il passe de bleu en vert, green bashing dans le CRM, je ne sais pas Olivier. Et c'est vrai que je me suis posé la question, pourquoi ce vert? Mais bon, peut-être qu'il n'y a pas de raison, hein, c'est juste qu'ils ont trouvé ça joli et puis voilà. Je ne sais pas. Déjà l'explication Brevo égale bravo, bon, je trouvais ça un peu sommaire, mais bon. Après des fois, c'est pour créer des DA, il ne faut pas non plus aller chercher trop loin. Hein. Faut juste, je pense qu'ils avaient juste besoin de refondre le truc et donc ils l'ont fait quoi. Et je trouve ça plutôt joli ce qu'ils ont fait. Mais voilà, c'est subjectif. Sendin pour moi ça garde la relation client et Blue oui c'est entreprise clairement. Je précise mes campagnes faisaient 10 à 100 000 contacts, dit Mokuji. Donc voilà, plutôt des grosses campagnes. Ok. Et tu utilises quoi du coup qu'est-ce que tu as utilisé comme alternative qui fonctionne mieux? Olivier qui met, ils auraient pour ajouter une fonction CRM et automatisation autour du mail, puis après un an pivoter pour du CRM pour que le CRM prenne le dessus. Ouais. Après moi je trouve que ce pivot c'est un peu osé parce qu'aujourd'hui surtout ils ont une fonction d'automatisation, il y a déjà plein d'outils là-dessus, ils ont une fonction de création de formulaire, t'en as plein aussi là-dessus, donc bon, après peut-être aussi qu'ils augmentent leur façon de se rémunérer, je ne sais pas. Mais moi, c'est vrai que de base, Sendinblue, pour moi, c'était surtout des mails. Quoi. Ça roule, The Viking Dev. Merci beaucoup. Puis je te dis, alors demain, on fait la jeudi coworking, du coup, avec Paul. Paul sera là. Bonne nouvelle.
Et sinon, vendredi pour la matinale, si jamais tu es présent. Merci en tout cas d'être passé. Voilà un petit peu pour cette news. Quelle heure est-il? 9h55 les amis. On va pas avoir le temps de tout lire, mais c'est pas grave, je me le garderai pour la prochaine. J'aimerais rapidement qu'on fasse un petit tour et instaurer ça un peu comme une tradition, si jamais ça vous va, de vous partager le Discord du coup, sur lequel donc le Discord officiel de Déclic, point d'exclamation Discord dans le chat si vous voulez y avoir accès. On a une partie les news du web et donc ça serait cool que, voilà, moi j'essaye d'alimenter un peu, il y en a d'autres qui essayent aussi, que tout au long de la semaine vous puissiez poster des petites news quand vous les voyez passer, puis comme ça on pourra les partager en direct. Donc la première news que j'avais partagée, donc si on remonte à il y a une semaine, c'était celle-ci, IT for Business, qui nous indiquait que AXA recrutait dans le métavers. Le métavers, prochainement disponible. Donc du coup, ça m'a fait tout à fait penser à une histoire. Alors c'était qui? Je crois que c'était Carrefour qui avait fait à peu près la même bouse. Bon, je dis bouse, mais je suis pas allé voir. Hein, peut-être que c'est bien, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans le cas de Carrefour, c'était vraiment très gênant. Où en gros, ils disaient qu'ils allaient recruter dans le métavers, blablabla. Et en fait, c'était un espèce de petit jeu dans lequel vous aviez une espèce d'avatar avec votre photo. Et du coup, ils faisaient des recrutements comme ça. Bon, c'était plus ou moins la même chose que Geyser ou que si vous faisiez une vidéo classique, quoi. Et surtout, les graphismes étaient pas ouf. Attendez, il y a peut-être... Faites voir Carrefour, métavers, recrutement. Carrefour organise son premier recrutement dans le métavers. C'était ça. Et ça datait de quand déjà? Mai 2022. Alors vous voyez déjà, c'était ce genre de bail. On était... je pense que même sur les Sims, on est mieux, quoi. Et il y avait quelques vidéos, je crois. Est-ce que j'avais vu passer ça? Laissez-moi rigoler 5 minutes. C'est ça, les entretiens d'embauche dans le métavers. OMG. Voilà. Oh, je suis navré s'il y a des gens de Carrefour qui passent, mais faut rigoler un peu. Voilà, ça c'était ça leur métavers, quoi. Bon, après en soi c'est bien parce que t'as plein de gens qui se connectent, etc. Mais pour le coup, je trouve ça un peu fort de café de parler de métavers alors qu'en gros c'était plus ou moins une room avec un avatar et tu parles, quoi. Voilà, il n'y avait pas de notion d'économie, il n'y avait pas de notion de communauté, il y a plein de choses qui n'y étaient pas, quoi. Et surtout, je me souviens qu'il y avait un grand ponte, il me semble, qui avait de chez eux qui avait posté justement là-dessus et qui s'était fait un peu bâcher. Bref, c'était l'époque où métavers était égal à plein de choses et les gens étaient en mode ouh, le métavers, trop bien. Du coup, la petite news, c'est que AXA fait pareil, visiblement. Un an après avoir pris pied sur The Sandbox, l'assureur AXA a ouvert son propre métavers pendant 15 jours en février. Fortement orienté recrutement, il visait à partager ses valeurs et ses engagements RSE à travers un jeu répondant à tous les codes geeks. D'accord. Un an après avoir acheté la parcelle The Sandbox, l'assureur a construit son propre monde virtuel baptisé Axadia. Il accueillait ses premiers visiteurs durant la deuxième quinzaine de février dans cet univers immersif en 3D au graphisme proche d'un jeu vidéo pixelisé de type Minecraft et ou Roblox. L'utilisateur évolue dans un décor western sur fond de pyramide aztèque. Est-ce qu'on a des images de ça? Oui, on a un trailer. Ok. Ah oui, ça fait très Roblox en effet. Bon, moi, ce qui me fait rire, honnêtement, c'est pas méchant, hein, franchement, c'est. Mais ça me fait rire de parler de métavers en fait. Quand tu vois la définition pure du truc, en fait, c'est pas du tout des métavers, quoi, ça, c'est. Mais bon, c'est tellement utilisateur et à travers, que voulez-vous. Bon, ok, AXA qui fait du coup ses recrutements et qui tente la même chose plus ou moins que avait déjà fait Carrefour. Autre news, bon ben ça je l'avais partagé, c'était celle de Brevo, donc on en a parlé. Et après Mathis également, alors a partagé une news GitHub qu'on va regarder, je regarde juste vos commentaires. Je sais plus où j'en étais dans les coms, attendez. Alors, Olivier qui dit très bien Campaign Monitor, je l'ai utilisé aussi. Ah, ok. Campaign Monitor utilisé par Mokuji, du coup, je ne connais pas ce service. Pour la partie, du coup, email, ça roule. J'ai regardé.
Mon cringe radar s'est fissuré. Ouais. On a un agent AXA chez No Code France et on a fait une journée portes ouvertes avec des avocats qui répondaient gratuitement à des questions sur Geyser. Mais typiquement, Geyser, tu vois, moi je suis désolé, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il se revendique en fait métavers. Enfin, c'est pas un métavers quoi, c'est... Enfin, je sais pas. Pour moi, un métavers, c'est beaucoup plus complexe que ça comme définition et je ne comprends pas pourquoi est-ce que... voilà, je pense que c'est plus pour faire bien, mais pour en mode... le côté un peu buzzy, mais je trouve ça dommage quoi. Atomisty, il faut leur donner un code promo pour la formation de TriGS. De vraie notion. Mainframe, si c'est parce qu'ils ont eu du mal à rencontrer... Si c'est parce qu'ils ont eu du mal à rencontrer Why Not en soi, mais rien ne remplacement l'entretien physique. Ah ben... Je bosse 100% de temps sur Geyser. Mais moi aussi, je bosse 100% de temps sur Geyser. Mais je t'invite à aller regarder, c'est la petite vidéo que je balance de façon systématique quand on me parle de métavers. Vous la connaissez déjà. Si vous tapez métavers Anto par le web, vous allez avoir accès à cette vidéo sur YouTube. C'est quoi le métavers? Origine, définition et impact. C'est une interview de Sin pendant 1h30 qui vous explique historiquement qu'est-ce qu'un métavers, pourquoi on en est très loin de mettre en place un métavers, quelles sont les limites techniques qu'on connaît aujourd'hui, etc., etc. Et quand vous regardez cette vidéo et qu'il vous explique en gros la vraie définition, ben vous pleurez après quand vous allez regarder sur le site de Geyser dire ah oui c'est un métavers. Non, je suis désolé, mais pas du tout. Donc voilà, je suis désolé, mais moi je suis très... j'aime bien la rigueur sur les termes, il faut pas les employer à tort et à travers, et donc voilà. Masterclass la vidéo, bah ouais, Atomisty, Masterclass, j'adore. On passe plus sur Team, d'accord, ok. J'ai développé des maps sur Work Adventure, un Geyser mais parisien. Ah mais ça me dit quelque chose Work Adventure. Ça prend pas trop, même dans le marketing, ouais. Donc Geyser nous on l'utilise quand même pas mal, ça marche relativement bien. Alors, on regarde du coup ce que Mathis nous a partagé. Donc, Mathis nous a partagé ce tweet de GitHub qui nous dit You can now protect secret from being committed to code for free on public repositories with the public meta release of secret scanning push protection. Donc, en gros, il sortirait une espèce de feature qui permettrait de vous protéger des leaks un peu voilà, quand il détecte, on va dire, des codes secrets, ce genre de choses, même si la bonne pratique, en théorie, la bonne pratique, quand vous guittez des choses, c'est que vous avez typiquement un fichier .env pour déclarer vos variables d'environnement, et vous faites un .env.example, par exemple, qui est vide, et c'est lui que vous committez, mais pas votre fichier dans lequel vous avez mis tous vos mots de passe. Mais bon, c'est bien, ça fait double protection, on va dire. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il dit Mathis, il met petite news assez sympa qui peut éviter de faire des erreurs bêtes. Au moins perso, je sais que ça m'évitera de laisser des tokens API dans mes pushs sur GitHub. Voilà, donc c'est bien, c'est une double protection, mais évidemment, il ne faut pas se baser que là-dessus, mais c'est cool du coup. Ils vont détecter un peu ce genre de leaks qui peuvent avoir lieu et du coup vous protéger de potentielles fuites de mots de passe, des clés d'API, ce genre de choses. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, point d'exclamation Discord, et puis à relayer quelques infos, les news du web, et on essaiera comme ça d'aller passer dessus et de regarder un peu à la volée, voir ce qui s'est passé, parce que je trouve ça bien qu'il n'y ait pas que moi qui apporte de l'info, même si c'est moi principalement. C'est toujours cool que vous puissiez également partager quelques petites news, et comme ça j'apprendrai en même temps que vous. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce matin. Je vais garder les quelques articles que j'avais pensé faire en plus de côté. On a encore la matinale de vendredi et d'ici là il y aura d'autres actus je pense. Je voulais juste vous partager deux petites choses que je trouvais plutôt cool. D'abord un tweet que j'ai vu passer sur les principes, les principales... comment dirais-je, les bonnes pratiques en motion, voilà, des principes qui vous permettent de créer des motions assez organiques et assez vivants. Je trouvais ça le tweet vraiment très très cool. C'est un tweet du coup de Félix Lisd, je sais pas comment ça se prononce, et donc il a fait une espèce de comme ça d'aperçu avec tous les grands principes, donc le easing, le offset et le delete, le parenting, etc. Et ensuite c'est tout un thread dans lequel il va détailler des exemples un peu pour que vous compreniez l'intérêt par exemple du easing, de chacun des grands principes
Et donc ça illustre un peu, voilà, ça illustre à chaque fois, plus ou moins, on va dire, l'idée et le principe Motion. Donc ça c'est très très cool, je trouvais que c'était un super thread. Et ensuite, autre outil que je vais vous partager, c'est un outil partagé par Corben, qui vous permet en fait d'optimiser par lot des PNG, des JPEG, etc. Moi, à titre perso, j'utilise beaucoup TinyPNG quand je veux optimiser par exemple mes assets. TinyPNG, si vous ne connaissez pas, super outil, game changer. Donc il y a TinyPNG et TinyJPEG, mais c'est la même chose. Et que vous alliez sur l'un ou sur l'autre, c'est la même chose. Vous pouvez quand même uploader des JPEG et des PNG dans tous les cas. Et ça vous permet de gagner énormément. Il y a une espèce de compression où c'est un peu de la magie noire parce qu'ils ont pas, enfin de la magie blanche pour le coup, parce qu'ils ont pas de, il y a vraiment pas de perte. Je défie quiconque de voir la différence entre un truc avant et après TinyPNG, et pourtant ça fait des gains de ouf au niveau de la taille. Vous pouvez perdre jusqu'à 80% ou 90% sur une image. Et donc là, ça serait une autre alternative qui permettrait d'optimiser un peu en masse. Alors c'est un truc, je crois, open source. Voilà, il y a un repo GitHub, ça s'appelle Imagine apparemment. Hop. Donc c'est celui-ci. Et ça vous permet comme ça d'avoir un petit logiciel local qui vous permet d'optimiser, mais voilà, avec quelques petits paramètres pour un peu fine-tuner le truc, et surtout la possibilité de faire ça en masse. Donc ça c'est plutôt cool. TinyPNG, c'est obligatoire dans le web, dit TinyFrame. Exactement. Alors je vous partage du coup ce petit article. Voilà, ça vous fait deux petites sources. Je dis toujours petit, je suis désolé. Ça vous fait deux ressources qui vous permettent, que vous pouvez mettre de côté dans vos favoris. J'aime bien me partager de temps en temps.